Yo les Nekama, le chapitre 1072 de One Piece vient de sortir. Alors oui, même si dans les faits il ne s'est pas réellement passé de grandes choses, on n'a pas vraiment avancé dans l'intrigue, alors il y a quand même eu des informations et des révélations très importantes. La review se déroulera en 3 points qui s'affichent juste ici, mais vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant. Let's go! Alors le chapitre commence avec une narration parlant d'une femme qui ne serait pas reconnue, une réussite, un clone réussi, un premier clone réussi pour cette unité scientifique, les Mads. Alors voilà, déjà ça soulève une première question, si elle n'est pas reconnue, c'est que forcément c'est un personnage connu, en tout cas qu'on devrait reconnaître au premier abord. Et c'est pas le cas. Et apparemment, ce serait le chemin vers la paix. Vers une future paix en tout cas. Du coup, on commence ce chapitre avec des interrogations, mais pas de panique, on a la réponse dans le chapitre même. En tout cas, on fait le lien, on fait le pont, puisqu'en fin de chapitre, on parle justement de ce personnage qui serait Stussy. Stussy, cet agent du CP0, agent, personnage très calme, réservé, qui reste un peu de son côté, assez mystérieux, il faut le dire, qu'on a vu à 3 reprises, en tout cas à travers 3 arcs assez importants. Lors de la Tea Party sur Whole Cake Island, lors de la rêverie qui était accompagnée justement de Rob Lucci, donc de ce CP0 pas très loin de cet Enryobito, et actuellement donc sur l'arc Egghead. Donc apparemment ce personnage serait un clone et pas n'importe lequel, celui d'un ancien pirate des Rocks. Des Rocks les gars, oui des Rocks. Donc on est en train de mettre en avant cet équipage petit à petit en cette fin de manga, peut-être pour les réintroduire, à voir par la suite. En tous les cas, ce serait un clone d'un ancien pirate des Rocks nommé Buckingham. Et ça les gars, c'est pas n'importe quoi parce que c'est une référence directe au palais royal d'Angleterre. Et si vous vous rappelez bien, lors de la Tea Party justement, Stussy était habillée d'un bonnet et avec sa petite tasse de thé, elle était déjà dans le thème quoi. D'ailleurs, Buckingham raccourci nous donne Buckin ou encore Bakin. Et Bakin, c'est justement un personnage que l'on connaît, c'est justement la maman de ce personnage assez difforme qui prétend en tout cas être le fils de Barbe Blanche. Je parle de Weeble. Donc la première question à soulever forcément, c'est quel est le lien entre Vegapunk et les pirates des Rocks? Parce que si c'est le cobaye, l'origine même de ce clone qui est aujourd'hui Stussy, appelé Stussy, quel est le lien entre Vegapunk et les Rocks? Et finalement, quel a été le pacte entre Bakin et Vegapunk? Et si finalement Weeble n'était autre qu'un clone, peut-être réussi ou non, je ne sais pas, à vous de me donner la réponse dans les commentaires, mais si c'était tout simplement un clone de Barbe Blanche? Et si c'est le cas, on aurait déjà 2 membres des Rocks clonés. Et quel serait le cas pour les autres personnages? Peut-être attendons-nous à un retour de Xebec, mais sous forme d'un clone. D'ailleurs, on peut aussi soulever que Stussy est le premier clone réussi des Mads, et c'est bien précisé dans cette case en tout cas, numéro 1. Clone réussite numéro 1. Et si ce numéro 1 est là, ce n'est pas par hasard. Pour moi, c'est que ça sous-entend qu'il y a peut-être d'autres clones réussis. Et si finalement, en tout cas, c'est à prendre avec des pincettes, et si finalement, plus tard, il y a d'autres clones qui apparaissent et qui font leur apparition au fur et à mesure de cette fin de manga, il ne faudra pas s'étonner. Parlons rapidement de l'apparence de Stussy. Elle a des crocs, des ailes noires, et grâce à une morsure, elle a réussi à mettre Kaku sur la touche. Alors, est-ce un fruit du démon de type Zoan? Est-ce que déjà le fruit du démon, il a été copié ou est-ce que c'est l'original? Seul l'avenir nous le dira. Pour conclure, en plus d'avoir un giga crâne, Vegapunk est une source d'informations inépuisable. Je sais pas si vous vous rendez compte, le mec a des informations sur l'incident d'Ohara, il a des informations sur le siècle oublié, il a reconnu le guerrier libérateur Nika, et en plus de ça, il aurait un lien avec les Rocks. Tu m'étonnes que le gouvernement veuille l'éliminer, ce petit salaud là. On passe au deuxième point de cette vidéo, donc Zoro versus Kaku. Kaku qui a déjà éveillé son fruit du démon en seulement 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez court, c'est assez rapide. Donc il faut quand même avoir un sacré potentiel pour en arriver là aussi rapidement. Mais voilà, en face, tu as une bête sauvage, Zoro, qui a justement vaincu un second de Yonko encore il y a peu. Donc, forme éveillée ou pas, Zoro il en a rien à foutre, ça c'est juste des détails pour lui. Maintenant, est-ce pour autant que Kaku ou encore un Rob Lucci qui s'est fait maîtriser assez facilement par un Gear 5 sont des fraudes? Alors moi j'ai envie de te répondre que pas du tout. On arrive à la fin du manga, attention, le fils c'est un Yonko, il a un équipage de Yonko, il y a 3 types qui ont des primes à au moins 1 milliard de berries. Donc au bout d'un moment les gars, faut que ça avance. Et là je pense que les personnages, en tout cas Rob Lucci ou encore Kaku, sont juste là pour nous faire comprendre que déjà premièrement on peut revoir
pouvoir des fruits éveillés et ça c'est intéressant. Mais deuxièmement, pour montrer cet écart, ce fossé qu'il y a maintenant entre un équipage de Yonko, donc Luffy, Zoro et compagnie, et le CP0 d'anciens antagonistes. En tout cas, Rob Lucci et Kaku. Donc ça c'est intéressant et ça prouve qu'aujourd'hui Luffy, Zoro, tout ça sont quand même arrivés dans les hautes strates de la piraterie et que pour les descendre, pour les vaincre, hein, pour les battre, va vraiment falloir nous ramener un personnage assez balèze quoi. Du coup ça sent clairement la fin de One Piece et les personnages qui peuvent 1v1 Luffy, je pense qu'ils se comptent clairement sur le doigt d'une main, il n'y en a pas énormément. On passe au troisième et dernier point de cette vidéo, donc Kuma et Bonnie. On va commencer par Kuma qui escalade Redline, qui essaye d'atteindre Marijoa, sauf que voilà, on lui tire dessus, il retombe, c'est un peu plus compliqué pour lui et je vous jure les gars que j'essaie de me creuser les méninges, d'essayer de comprendre c'est quoi le bail autour de ce personnage, je n'arrive absolument pas à comprendre ni à théoriser. Le seul parallèle que j'arrive à faire, c'est l'ancien robot, vous savez, qui est sur Egghead, qui a été monté sur Marijoa et qui a voulu foutre un bordel comme pas possible. Donc c'est une action assez similaire. Maintenant, pourquoi Kuma, qui s'est fait qu'on l'a rendu à l'état d'esclave sur cette terre, pourquoi il voudrait y revenir? Pourquoi? Pour quelle raison? Quel est l'objectif? Quel est le but? Est-ce que c'est Imsama? Est-ce que c'est les Tenryobito? Est-ce que c'est le fameux trésor caché national de Marijoa? Vous savez, le truc dont a parlé Doflamingo lorsqu'il était à Impel Down. Il est toujours sur Impel Down, mais pas pour très longtemps je pense, mais bref, là est un autre sujet. Donc quel est le lien entre les deux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui les pousse à agir de la sorte? Alors pour le moment, ce personnage est un mystère total et en parlant de mystère, on a enfin des premiers éléments de réponse quant à la nature de son fruit du démon. Il serait tout simplement capable de rendre tangible, de rendre physique, quelque chose qu'on pourrait toucher directement avec un contact physique, ce qui est intangible à la base. Et on l'avait déjà vu sur Thriller Bark. Et on va le revoir dans ce chapitre justement, puisque Bonnet, derrière une porte assez mystérieuse, va retrouver les souvenirs de son père. Que renferme-t-il? Pourquoi Vegapunk et Kuma sont aussi gênés que quelqu'un puisse découvrir ses souvenirs? Que savait Kuma sur le gouvernement mondial et pourquoi a-t-il été autant diabolisé? C'est autant de questions et très peu de réponses, mais je pense que Jewelry Bonnie déjà dans un premier temps, donc sa fille, mais nous aussi lecteurs, ne sommes pas au bout de nos surprises et qu'on va vraiment être choqués par les révélations. On a en plus de ça des informations sur le fruit du démon de Jewelry Bonnie. Elle serait capable de retirer des années de vie à ses ennemis en les matérialisant en quelque chose de beau, des joyaux, des rubis peut-être, je sais pas, j'arrivais pas à capter, mais what the fuck, c'est quoi ce fruit du démon? Mais attention, ceci a une limite de temps. Et j'ai envie de te dire, ouf, parce que ce fruit du démon en première apparence a l'air tellement cheaté qu'il fallait au moins mettre des limites quoi. En conclusion du chapitre, on n'a pas tellement avancé en termes de situation, de faits. Après voilà, on a quand même eu de grosses révélations et un retournement de situation assez incroyable de la part de Stussy qui pour moi en tout cas je le pense maintenant est ce fameux allié de Vegapunk, à part si c'est une coïncidence et qu'on a encore un autre personnage qui se cache dans les parages, Scooper Gabon ou Smoker, à voir par la suite. Stussy qui est d'ailleurs présenté comme membre des Rocks, clone des membres des Rocks, donc c'est au présent. Est-ce qu'encore une fois c'est un petit détail assez subtil de la part d'Oda pour nous faire comprendre que les Rocks existent toujours? On aura un retour de Xebec, l'origine elle-même. Le CP0 semble en mauvaise posture, les Vegapunk devraient reprendre le contrôle des Séraphins. Stussy qui s'est retourné du côté de Vegapunk, donc accessoirement des Mugiwara. Voilà, je pense qu'il devrait se barrer d'Elbaf, pas aussi difficilement qu'on pourrait le croire. Maintenant, la seule inconnue qui reste, c'est Kizaru qui va se pointer dans pas très longtemps avec une force militaire assez conséquente. Et le type sait quand même qu'il y a un Yonko en face, qu'il y a Vegapunk en face, mais malgré tout ça, rester assez confiant. À surveiller également la réaction de Jewelry Bonnie après avoir vu les souvenirs de son père. D'ailleurs, qui dit flashback de Kuma et situation assez désastreuse, catastrophique du personnage sur Headline, dit, je pense, à 90%, la mort prochaine de Kuma malheureusement. Petite anecdote, Vegapunk parle à un moment donné du poids de l'âme, alors il faut savoir que c'est une référence réelle d'un médecin qui avait tenté l'expérience en 1907. Bref, la vidéo se termine là, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant, je vous dis à très bientôt.